commun, mardi spécial Raoul Peck, un réalisateur politiquement incorrect, traversé par l'exil, les luttes, la mémoire, documentariste haïtien, ancien ministre de la Culture à Port-au-Prince, président de la FEMIS à Paris, I Am Not Your Negro. Un retour aux fondamentaux diffusé en avant-première ce soir sur Arte, au cinéma le 10 mai, après avoir cartonné dans les salles américaines. Son film, déjà multiprimé ce week-end à Los Angeles, après les festivals de Berlin et Toronto, nominé pour l'Oscar du meilleur film en février dernier, revisite les luttes sociales et politiques des Afro-Américains à travers les mots et la figure de l'écrivain James Baldwin. Pas une histoire de la question noire, mais une histoire de l'Amérique. Dans la deuxième partie de la Grande Table, retour donc sur ses engagements et regard sur l'époque. Dans la première partie de l'émission, le cinéma de Raoul Peck, notre invité, tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr. La Grande Table, Olivia Gesbert. Et bonjour Raoul Peck. Bonjour. Cinéaste et citoyen monde, vous arrivez d'où ? D'Haïti. D'Haïti cette fois. Né en 1924, mort en 87, James Baldwin est un écrivain profondément américain, chroniqueur de son pays natal. Il raconte dans ses textes, romans, essais, poésie, l'Amérique sous toutes ses formes, les tensions sociales mais aussi raciales qui agitent son siècle. Quand il n'y s'y sentait plus bien chez lui, là-bas aux États-Unis, il s'exilait à Paris, finira d'ailleurs sa vie à Saint-Paul-de-Vence. Matière première du film, de votre film, aujourd'hui Raoul Peck, le manuscrit inachevé de James Baldwin, Remember This House. Comment ce manuscrit vous est-il parvenu ? Alors, tout simplement parce que il y a 10 ans de ça, j'ai commencé à entretenir une longue amitié et une relation de confiance avec Gloria Carey-Smart, qui est la sœur de Baldwin, une dame d'un certain âge et qui a, depuis l'âge de 21 ans, pris soin un peu de l'ensemble du secrétariat et qui a été la confidente de son frère pendant longtemps et qui dirige la succession Baldwin à Washington où elle vit. Et au moment où j'ai décidé de faire ce projet, non seulement elle m'a donné accès à l'ensemble de son œuvre publiée, mais également à tout ce qui n'était pas publié, au courrier, à ses lettres, à son frère, à un certain nombre de documents qui d'ailleurs sont encore sous scellés pour les 30-40 prochaines années. Et c'est vrai que ce genre d'accès est très rare. Et un jour, donc, elle m'a fait passer ce manuscrit, ces notes, pour un livre que James Baldwin voulait écrire et qui serait un livre sur l'Amérique à travers l'histoire de 3 de ses amis assassinés. Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King Jr. Et en lisant ce texte, vous avez tout de suite vu un film ? Disons que avant ce texte, je n'arrivais pas à trouver une entrée organique à ce film. Tous les films que j'ai faits partent aussi très souvent de mon vécu, de ma vision du monde, et simplement avoir ce poids sur le dos par rapport à l'œuvre de ce grand monsieur, je ne pouvais pas me permettre simplement de faire un film dans une approche simplement intellectuelle. Il fallait que je trouve la bonne porte d'entrée. Et ce manuscrit, c'est ce qu'il a fait. Il m'a ouvert une énorme porte d'entrée pour raconter une histoire. Et c'est un film aussi littéraire, hein, pas de voix off pour commenter les nombreuses images d'archives, extraits de films, d'émissions télé ou les images que vous avez filmées dans l'Amérique d'aujourd'hui, mais des images illustrées par la simple lecture de ce texte de Baldwin dans la voix du comédien Samuel Jackson, le Django Unchained chez Tarantino pour la version anglaise, et dans la voix de Joe Starr, l'ex-chanteur de NTM pour la version française à voix double. Quand nous sortions le soir donc, elle partait seule avant moi. J'attendais 5 minutes. Et je partais seul à mon tour, par un autre chemin, pour la retrouver sur le quai du métro. Nous faisions comme si nous ne nous connaissions pas. Nous entrions dans le wagon, chacun à un bout. Puis nous marchions, séparément, dans les rues du pays de la liberté, pour nous rendre où nous allions, chez des amis, au cinéma. Les mots de James Baldwin dans la voix de Joe Starr, pourquoi l'avoir choisi lui ? Nous avons cherché une voix qui serait une voix atypique, qui soit en même temps une voix, je dirais, de rébellion,
une voix qu'on n'attend pas dans ce genre d'exercice. Et d'ailleurs, ça montre un peu l'état de la France. Au final, j'avais pas beaucoup de choix. Quelqu'un comme Joe Starr, a été très vite évident, ou quelqu'un comme mon ami Alex Descas. Et c'était pratiquement les deux qui avaient une notoriété suffisante pour pouvoir porter cette voix. Et en même temps, il me fallait une voix un peu plus radicale. Donc j'ai fait le choix entre mon ami Alex Descas et Joe Starr, qui a été en fait très très gentil d'accepter et de faire cette voix. C'est une voix cassée, une voix un peu éraillée, une voix qui a beaucoup crié, une voix aussi qui est entendue aujourd'hui encore en France, celle de Joe Starr. Voilà, il fallait une espèce d'épaisseur de vécu, et aussi une certaine, pas seulement radicalité, mais ce qu'en anglais on appelle street credibility. Ça veut dire qu'il soit crédible dans les rues. Et en même temps, sa voix est très différente de celle de James Baldwin, justement, qui a une voix beaucoup plus posée. On sent pas la colère à travers les mots, la voix de Baldwin qu'on va entendre. Ces 30 pages, les 30 pages de ce manuscrit inachevé, Raoul Peck, elles sont nerveuses, poétiques, presque mélancoliques parfois. Il y a des instants lyriques, des flèches ironiques. C'est un texte qui était désiré par son auteur. Il souhaitait en accoucher, mais qui est resté inachevé parce qu'impossible à écrire peut-être, comme une histoire qui n'appartient pas encore au passé et dont on ne connaît pas la fin. C'est ce qui fait qu'il n'a pas réussi à terminer ce texte, Baldwin. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de douleur dans ce texte, et aussi à l'époque où Baldwin imagine ce livre, je pense qu'il était déjà brisé. D'ailleurs, il le dit dans son texte. Il dit « Écrire ce livre va m'imposer un voyage vers le sud également, revoir les veuves, revoir les enfants qui n'en sont plus aujourd'hui, etc. » Et c'était faire ce livre, c'était se replonger dans quelque chose d'extrêmement douloureux pour lui. Et je pense que il n'y a pas de hasard qui n'ait pas pu probablement aller au bout de ce projet. James Baldwin, qui pose son regard sur la société américaine fracturée par la question raciale, regard lucide mais dur sur ce pays en état d'apathie morale, de petite mort émotionnelle, qui a fait de la simplicité et de son immaturité des vertus. C'est une démocratie qui s'est inventée, raconte-t-il, un problème noir et fait du blanc une métaphore du pouvoir. On écoute. I can't be a pessimist because I'm alive. Je ne peux pas être pessimiste, car je suis vivant. Pour un pessimiste, la vie humaine est une matière académique. Je suis forcé d'être optimiste, forcé de croire que chaque obstacle peut être surmonté. Cependant, les Noirs de ce pays, l'avenir des Noirs de ce pays sera soit radieux, soit sinistre, suivant l'avenir de notre pays. Il ne tient qu'au peuple américain et à ses représentants, il ne tient qu'au peuple américain de décider ou non de se regarder en face et d'embrasser cet étranger qu'ils ont si longtemps calomnié. Les Blancs doivent chercher à comprendre pourquoi, dans leur cœur, la figure du nègre leur était nécessaire. Je ne suis pas un nègre, je suis un homme. Je suis un nègre car vous en avez besoin. Ce que la population blanche doit se demander, au nord comme au sud, car c'est un seul pays, cela revient au même pour les Noirs. La différence se fait juste dans la manière dont on vous castre, mais la castration elle-même est un fait américain. Si je ne suis pas un nègre, et si vous, les Blancs, l'avez inventé, vous devez comprendre pourquoi. L'avenir de ce pays repose sur votre volonté d'y réfléchir. Il le dit, Baldwin, il le martèle même. Ce n'est pas une histoire des Noirs américains qui résonne dans sa tête. C'est une histoire de l'Amérique. La réalité qu'il décrit, au fond, dépasse presque la question raciale, dont les violences seraient un symptôme évidemment grave, mais surtout le symptôme d'un mal plus profond qui ronge l'Amérique. Mais je pense qu'il va beaucoup plus loin que ça, parce que au-delà de l'exemple concret, historique des Noirs américains en Amérique, il parle aussi de toute la civilisation occidentale et comment la civilisation occidentale a traité le reste du monde, a traité l'autre et continue à le traiter. Et pourquoi en
décrivant l'autre et en faisant éventuellement un ennemi ou un être inférieur, on a cherché à garder la suprématie d'un impérialisme. Donc, et Baldwin, qui est profondément un humaniste, il va au-delà de ça. L'exemple, c'est l'exemple des Noirs, mais on pourrait l'étendre aux gays, aux femmes, aux latinos, aux asiatiques, et pas seulement en Amérique. En Europe, actuellement, ce qui se passe en Europe est profondément reflète profondément ce que Baldwin pense de l'Amérique. Vous dites comment on a gardé la suprématie. C'est qui ce on, Raoul Peck? Le on, bien sûr, comme Baldwin l'indique, la civilisation occidentale, qui est aujourd'hui en pleine crise dans toutes ses métropoles. Et ce on, c'est toujours l'histoire écrite par le vainqueur. Et à travers, justement, Baldwin le démontre très bien, à travers les films hollywoodiens, donc d'un cinéma dominant mondialement, on fait passer une idéologie. On fait passer un regard sur l'autre. Il s'y inclut dans ce on où il pose tout de suite une démarcation, une différenciation entre le lui et eux, entre le eux et nous, justement. Baldwin s'est toujours référé à une position qui soit, encore une fois, humaniste. Donc, il ne se voit pas en premier en tant que noir. Son expérience de noir, il s'en sert pour réfléchir, il s'en sert pour écrire, il se sert des souffrances qu'il a subies pour écrire en tant qu'écrivain. Mais son choix, c'est un choix d'humanité. Donc oui, et puis autre chose d'extrêmement important, c'est que Baldwin n'a jamais accepté qu'on le définisse. Pour lui, il se définit lui-même et il est et je dis pareil pour moi-même, je n'ai jamais accepté les définitions puisque j'estime que je suis en changement permanent. Et je ne sais pas aujourd'hui qui je suis et qui je serai demain. Donc accepter une étiquette quelconque, qu'elle soit raciale ou qu'elle soit nationale, n'est pas quelque chose que je puisse accepter. Vous ne laissez pas aux autres le soin de vous définir. C'est intéressant de comprendre d'où il parle, James Baldwin, comment il se positionne. Une pensée claire, une parole généreuse, un visage radieux dans votre film I'm Not Your Negro, Raoul Peck, mais une lueur toujours inquiète dans son regard. On le voit sur vos images. James Baldwin, il avait les dents du bonheur et ça lui donne un sourire assez éclatant. On pense qu'il est optimiste, qu'il mange la vie, mais on voit qu'il y a quelque chose quand même qui le ronge au fond de lui, qui le dévore. C'était une conscience de l'époque, un témoin, comme il aime se qualifier, plus qu'un activiste de la cause. D'ailleurs, vous le rappelez, il appartient à aucun groupe militant, il appartient pas au Black Panther, ni au NAACP, il est libre. Oui, parce que s'il avait décidé d'avoir la position du témoin, mais pas un témoin qui observe à une distance. Il fallait qu'il soit à l'intérieur de ce qui se passait, donc qu'il soit également un acteur. Et c'était l'une des lignes de tension pour lui qu'il fallait toujours garder entre sa condition de témoin et sa condition d'acteur. Et qu'il fallait toujours réfléchir à où il se trouvait à un moment précis. Et cette tension a toujours été à la base de ce qu'il écrivait. Il a été un personnage très célèbre aussi parce que justement il passait d'un milieu à l'autre. Il fréquentait aussi bien le milieu intellectuel blanc et libéral à New York que il pouvait se retrouver dans le fin fond du sud et dans des luttes beaucoup plus noires et beaucoup plus compliquées et complexes. Des vivants et des morts dans ce récit, fil conducteur du film, écrit à la fin des années 70, début 80, il revient, James Baldwin, sur les années 60 et retrace la vie et la mort de trois amis, trois figures de la lutte pour les droits civiques, Martin Luther King, Malcolm X et Medgar Evers. On écoute Malcolm X. Qui vous a appris à vous détester? Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate, you should ask,
who taught you to hate being what God gave you. Dans cette galaxie des figures justement de la lutte pour les droits civiques, où est-ce qu'il se situe, lui, James Baldwin ? Encore une fois, James Baldwin, je dirais, se situe comme dans la position du passeur, de celui qui interprète, de celui qui est un peu le sage de la famille, ou qui est le grand frère de ces jeunes radicaux qui sont venus après lui. Mais il arrive à réconcilier la colère de Malcolm X avec l'esprit plus pacifique de Martin Luther King. On les voit un moment ensemble sur un plateau de télévision. Oui. Ils ont été filmés à des moments différents, bien entendu. On n'aurait jamais osé mettre Malcolm X et Martin Luther King dans la même salle à l'époque où on a fait ces interviews. Mais justement, Baldwin, c'est lui qui a le premier l'idée de rapprocher ces trois hommes, et en particulier Malcolm X et Martin Luther King. Parce que ce qu'on oublie, c'est que le Martin Luther King des 2 dernières années de sa vie a été un Martin Luther King très radical, qui a parlé contre la guerre du Vietnam et qui a compris que la question de race aux États-Unis était un grand piège, une manière d'évacuer la vraie question fondamentale qui était une question de classe. Et c'est pareil pour Malcolm X. Malcolm X, les 2 dernières années de sa vie, d'ailleurs, il a été exclu du Black Muslim. Il a pris des positions très fortes contre son organisation, qui était en effet une organisation plutôt raciste sur un certain nombre de questions. Et il a voyagé, il a rencontré des leaders arabes, il a rencontré d'autres sortes de musulmans, il a rencontré des leaders aussi bien en Europe qu'en Afrique, et il est revenu changer. Et c'est pour ça que ces 2 hommes se sont rapprochés. Un rapprochement que l'Amérique a voulu ignorer. Parce qu'en effet, ces 2 hommes mis ensemble auraient été absolument impossibles à stopper. En quoi leurs histoires fait écho aussi à votre histoire personnelle, Raoul Peck ? J'ai eu la chance et le privilège de connaître Baldwin très tôt. J'ai lu Baldwin à la sortie de mes années d'école, de mon baccalauréat. Et le premier livre que j'ai lu, c'était The Fire Next Time, la prochaine fois le feu, et qui est un livre qui m'a changé totalement. Mais on imagine que d'abord, vous aviez rencontré par la lecture Martin Luther King, Malcolm X et justement peut-être aussi Medgar Evers. Juste pour comprendre leur histoire à eux, comment d'abord elle croise peut-être votre parcours à vous avant d'en arriver à James Baldwin. Oui, disons que ces choses-là se sont fait un peu parallèlement, puisque je portais aussi mes propres contradictions. J'ai quitté Haïti à l'âge de 8 ans, avec dans la tête toute l'imagerie hollywoodienne sur l'Afrique. Et j'ai été retrouver mon père qui travaillait depuis 1 an au Congo Léopoldville à l'époque. Et déjà en débarquant, je me rends compte que l'Afrique qu'on m'avait racontée, que Hollywood m'avait racontée, n'était pas l'Afrique que je découvrais. Donc la contradiction déjà était là. Donc je me retrouvais dans un monde duquel je me méfiais de toutes ces images, de tous ces sons, de ces musiques, et le questionnement a commencé là. Et Baldwin a été pour moi une manière de mettre en forme et de structurer des contradictions que j'étais confronté. Raoul Peck, dans I Am Not Your Negro, vous puisez dans les archives disponibles, celles où l'on entend ces figures de la lutte des droits civiques s'exprimer, mais vous puisez aussi dans l'énorme réservoir hollywoodien à travers le cinéma américain, de la figure de l'oncle Tom au gentil noir façon Sidney Poitier dans Devine qui vient dîner. C'est aussi une traversée dans l'imagerie de l'identité noire, de ses représentations, de se balader dans la pensée de James Baldwin comme vous venez de l'évoquer. Qu'est-ce qui montre à travers ça? Qu'est-ce qui nous dit, James Baldwin, qu'Hollywood est à la fois quand même une machine à fantasmes et une industrie qui colonise les esprits et cantonne chacun dans un rôle bien défini. Oui, et puis il nous apprend surtout que toute production culturelle est aussi une production idéologique et qu'il fallait apprendre à se méfier des images, surtout
quand ce sont des images qui vous montrent un rêve, qui n'est qu'un rêve de celluloïd et qui n'est pas la réalité. Donc Baldwin, personnellement, m'a appris à déconstruire cette image, à la mettre en doute. J'étais jeune homme quand j'ai vu Devine qui vient dîner. Bien entendu, j'étais comme tout le monde extrêmement content et fier de voir Sidney Poitier à l'écran, jusqu'à ce que quelque part je comprenne aussi la contradiction que alors peut-être raconter pour ceux qui n'auraient quand même pas vu en 2 mots, Devine qui vient dîner, c'est une jeune fille de bonne famille qui veut présenter à ses parents son nouvel amoureux et il est noir. Il est noir, mais il est médecin, il travaille pour une grande organisation internationale, il est beau garçon, il est sexy, il est charismatique et il parle bien anglais. Tout ça qui sont des éléments pratiquement que on met devant les Noirs aux États-Unis pour leur dire si vous voulez être accepté par la société et éventuellement même conquérir la jeune fille blanche, voilà les atouts et les éléments que vous devez mettre sur la table, ce qui est bien sûr un rêve et quelque chose qui ne peut pas être égalé tel que Sidney Poitier a pu le montrer à l'écran. Lui, James Baldwin, il fait souvent référence dans ses interventions à Gary Cooper. En fait, il se rêvait gamin en Gary Cooper et il réalise un jour que l'Indien ou les Indiens tués par Gary Cooper, en fait, c'était lui. Et c'est vrai que c'est une question sur les représentations qui peut travailler encore beaucoup aujourd'hui. Vous n'aurez pas échappé à la polémique américaine l'an passé des Oscars So White qui travaillaient cette question non seulement des représentations, mais aussi de la place des acteurs afro-américains dans le cinéma américain aujourd'hui. Alors cette année, c'est Moonlight, un film qui a été consacré aux Oscars aux États-Unis. Est-ce que petit à petit, il y a une conscience qui est en train de se faire, ou est-ce qu'on se rend compte avec la polémique de l'an passé que même 40 ans après, pas grand-chose n'a évolué? Alors, dans votre question, il y a beaucoup de sujets qui nous demanderaient 1 heure de discussion. Alors, je vais essayer de les prendre rapidement un par un. D'abord, oui, dans ma propre jeunesse, j'étais bien entendu du côté de Gary Cooper, comme j'étais du côté de Johnny Rossmuller en tant que Tarzan. Est-ce que vous aviez le choix, de toute façon? J'avais pas le choix, et puis ces histoires, il faut pas l'oublier, c'était des histoires formidables. C'est ça la force d'Hollywood, de vous entraîner dans des histoires où vous êtes bien entendu du côté du héros et pas du côté de celui qui se fait tuer. Mais c'est là qu'on voit la partie idéologique de tout ça, c'est que au cours des 40-50 dernières années, on a vu l'image de celui qui se faisait tuer changer. À l'instar des guerres qui ont été menées. À un moment, c'était les Asiatiques, puis ça a été les Arabes. Donc, on a toujours su identifier l'ennemi dans le cinéma hollywoodien. Alors, pour venir à la fin de votre question concernant Not So White, d'ailleurs, on riait tous, que ce soit Barry Jenkins, Ezra, Eva DuVernay, puisqu'on était souvent ensemble. Cette histoire que cette année, il y aurait eu un énorme changement, mais l'origine de chacun de nos films sont totalement différentes. Le mien, j'ai mis 10 ans pour le faire, Barry a mis 6 ans pour faire Moonlight, Ezra, ou plutôt Ava, c'est le résultat du succès de Selma, etc., etc. On est passé, bien sûr, de la critique du contenu de ces films. Maintenant, il s'agit du pouvoir de les faire. C'est ça la vraie discussion. Tant qu'on n'aura pas changé les structures de production à Hollywood, il n'y aura pas de changements fondamentaux. Et ceci est valable aussi bien pour les femmes, pour les gays, pour toutes les minorités ou autres qui existent dans ce métier. Et votre film était en lice aussi pour les Oscars cette année, rappelons-le, Raoul Peck, I Am Not Your Negro. Et on entendait quelques notes, tout à l'heure, j'ai même pas dit, de Ray Charles, de In the Heat of the Night, un film des années 60, sorti en 67. Et c'est cette chanson de Ray Charles qui était aussi la chanson du film intitulé de la même manière, dans la chaleur de la nuit, In the Heat of the Night. Réalisateur de Lumumba, La mort du prophète, de L'homme sur les quais et d'Assistance mortelle qui suivra le tremblement de terre meurtrier en Haïti de 2010, mais également de Sometimes in April sur le génocide rwandais, et récemment aussi présenté cette année à la Berlinale d'une fiction, le jeune Karl Marx. Raoul Peck, on sait bien qu'avec vous le cinéma ne peut pas rien. Vous restez donc avec nous, on va parler du cinéma et surtout de votre engagement maintenant, à la suite donc et à l'occasion de la diffusion ce soir sur Arte de votre documentaire I Am Not Your Negro.
Dans l'actualité des idées aujourd'hui, émission Grand Témoin avec le cinéaste Raoul Peck à l'occasion de la diffusion de I Am Not Your Negro ce soir sur Arte, le 10 dans les salles de ciné. Il est notre invité Raoul Peck depuis midi jusqu'à 13h30, réalisateur haïtien vivant entre Port-au-Prince, Paris et Berlin, peut-être parfois aussi un pied aux États-Unis. Vous signez un film fort qui revient sur la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, de l'Amérique de James Baldwin à l'Occident d'aujourd'hui, de la pensée de l'écrivain afro-américain à votre regard, à vous, sur notre époque agitée, confrontation d'images et d'imaginaires dans I Am Not Your Negro, un titre choc que vous avez fait vôtre d'ailleurs, Raoul Peck. Ne pas laisser l'autre vous définir, décider de ce qui fait votre identité, c'est ce que vous nous disiez dans la première partie de l'émission. Et en effet, votre film montre bien déjà à quel point dans nos sociétés, cette question de l'identité est une question politique aujourd'hui encore. Oui, et surtout formulé ainsi, moi j'ai toujours eu du mal avec ce qualificatif parce que j'estime que c'est quelque chose de très personnel, au-delà d'être bien sûr citoyen dans un pays quelconque. Et moi, comme j'ai vécu dans plusieurs pays, j'ai toujours essayé d'être un vrai citoyen, quel que soit là où je vivais. Mon identité, c'est ma chose personnelle et elle est tout le temps en mouvement. Elle n'est pas définissable par qui que ce soit que par moi. Donc c'est vrai que toute cette discussion autour de l'identité d'être français, le communautarisme et tout ça, c'est un grand panier dans lequel on met toutes sortes de problèmes que j'estime bien entendu réels, mais en même temps c'est une manière de faire de l'amalgame qui n'a pas lieu d'être. Et pourquoi cette question d'hier à aujourd'hui finalement a toujours été instrumentalisée, voire exacerbée? Au cœur de quoi est-elle? Écoutez, c'est depuis que les hommes et les femmes ont commencé à vivre en société, je pense qu'il y a toujours eu cette tendance parfois à désigner un ennemi lorsqu'on était face à des problèmes fondamentaux, difficiles, compliqués à résoudre. C'est le résultat de guerres, c'est le résultat parfois de conquêtes. On peut citer la colonie, on peut citer l'esclavage et on peut citer l'Holocauste par exemple aussi. Ça a été quoi? Ça a été de désigner une race, même si le concept de race est totalement absurde, d'autant que là c'est autour d'une religion quelque part. On a décidé que ces êtres humains étaient des insectes et on a décidé de les exterminer. Donc on voit bien que ça ne peut pas se résoudre à une couleur de peau, mais que ça va beaucoup plus loin que ça et que c'est comment on regarde l'autre. C'est la faculté d'empathie possible ou impossible. Alors qu'est-ce qui est au cœur des rapports de domination et aussi de domination économique? Parce que ce n'est pas un problème de peau, nous dit James Baldwin, c'est un problème de classe. Pour lui, ce problème noir a été inventé. Le monde n'est pas blanc, le blanc est une métaphore, dit-il, une métaphore du pouvoir. C'est ce grand malentendu américain, mais pas seulement, occidental, qui a permis, d'après vous, à des personnalités aujourd'hui comme Donald Trump ou Marine Le Pen d'émerger, voire de gagner? Absolument, parce que à travers cet amalgame, c'est le pouvoir qui gagne, puisqu'il reste en place. Les structures de pouvoir restent les mêmes et restent intouchables. Quand on comprend qu'aux États-Unis, une bonne partie des électeurs de Trump ont probablement voté Obama, il y a les deux dernières élections, et c'est pareil ici aussi. Quand j'entends que d'anciens communistes ont voté Le Pen ou d'anciens socialistes aujourd'hui votent Le Pen, c'est cet amalgame qui fait que en effet, les gens sont déroutés. Ils sont déroutés, ils ne croient plus dans ce discours politique dominant, aussi bien gauche que droite. Et même si il y a des personnages dans la gauche qui sont des gens que je respecte, mais ils sont inaudibles, puisqu'il n'y a pas de réelle discussion. On se bat à coups de clichés, on se bat à coups de petites phrases, à coups d'incidents. De parcours, mais la vraie question en fait fondamentale pour moi aujourd'hui dans ce monde occidental qui est en plein changement, c'est comment on va avec les armes de la démocratie aujourd'hui continuer à résoudre les problèmes qui arrivent à toute vitesse vers nous et vers ces continents. Vous craignez qu'elles ne suffisent pas, ces armes de la démocratie? Je pense qu'elles sont déjà grandement entamées et qu'elles ne répondent pas à la chose. Quand c'est ce même système démocratique qui nous donne Poutine, qui nous donne Berlusconi, et qui peut nous donner Marine Le Pen, je pense que nous avons de sérieux problèmes. Mais quand les armes de la démocratie ne suffisent plus, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui reste?
Il y a les hommes et les femmes qui comprennent et qui se mettent ensemble, qui commencent à parler les uns avec les autres, qui comprennent le rôle que joue le pouvoir et ce que le pouvoir les amène à faire. Et qui commence, comme Baldwin le dit d'ailleurs, qui commence à reconnaître l'autre, quelle que soit sa couleur, quel que soit son portefeuille, quelle que soit sa nationalité, mais que l'autre, c'est vous. Et de cela émergerait autre chose au niveau de la représentation politique, peut-être, ça que vous dites, ou Absolument, je ne pense pas qu'il y ait d'autres pistes de sortie. Ferguson, Baltimore, vous avez choisi la confrontation par l'image avec notre époque. En quoi la parole de James Baldwin est encore une parole nécessaire? C'est aussi ça que vous interrogez à travers ce film documentaire I Am Not Your Negro, Raoul Peck. Comment expliquer que la prise de conscience à laquelle aspirait Baldwin ne soit pas advenue? Parce que tout simplement, on a décimé le leadership du mouvement. Il faut pas oublier, encore une fois, ce film, c'est l'histoire de 3 assassinats. Imaginez-vous un Martin Luther King aujourd'hui, avec l'expérience qu'il avait, avec la crédibilité qu'il avait acquise, et imaginez-vous un Malcolm X aujourd'hui. La première chose que le système a fait, c'est d'éliminer ces hommes. Et on a tué une bonne partie de la génération des Black Panthers aussi. Tout ça, on l'oublie. On a décapité un mouvement et ensuite, on lui a construit des monuments. D'ailleurs, on a construit des monuments que au Martin Luther King, qui est le pasteur non violent, et pas le Martin Luther King des 2 dernières années de sa vie. Il n'y a aucune statue pour Malcolm X. Donc ça dit quand même où on en est. C'est une espèce d'aspirine qu'on a mis sur le mouvement, qu'on a décapité. Et aujourd'hui, on a un mouvement qui essaie d'émerger, qui est le Black Lives Matter, et beaucoup d'autres d'ailleurs, mais qui sont un peu désarmés face à ce pouvoir massif et à cette incompréhension et aussi à ces relations exacerbées raciales. Alors que le vrai problème, encore une fois, n'est pas un problème de race, mais un problème de la grande inégalité qui reste dans ce pays qui est le plus riche du monde, où il y a des gens encore aujourd'hui qui vivent dans une extrême pauvreté et qui, naturellement, sont en majorité noirs. Alors pourquoi le racisme? C'est une question qu'on se pose aux États-Unis et qu'on se pose aussi aujourd'hui encore en 2017 en France, quand le racisme s'expose, nous et les autres. C'est une exposition qui est présentée en ce moment et jusqu'au 8 janvier 2018 au Musée de l'Homme. Elle s'intéresse à la fabrique des préjugés et à la construction du racisme. Elle est aussi accompagnée d'un livre qui est publié à la découverte. Nicolas Doutan s'y est rendu à la rencontre d'Evelyne Heyer, qui est co-commissaire de l'exposition. Écoutez, et on revient vers vous. Raoul Peck est notre invité jusqu'à 13h30. Ah, toi, tu as le rythme dans la peau. Hey, you've got natural rhythm. Tu es discret et travailleur, toi. You sure keep quiet and work hard. Toi, c'est sûr, tu supportes mieux la chaleur. You're obviously more used to the heat. Evelyne Heyer, vous êtes professeure en anthropologie génétique et co-commissaire scientifique de l'exposition Nous et les autres, présentée jusqu'au 8 janvier 2018 au Musée de l'Homme. Cette exposition s'intéresse à la fabrique des préjugés, à la construction du racisme. Pour commencer, comment ça se définit anthropologiquement, le racisme ? Alors nous, on a une définition du racisme qu'on a dû mettre en place pour l'exposition. Pour nous, le racisme, c'est quand on a 3 éléments. On a d'une part une catégorisation, on met des gens dans des boîtes, on a une hiérarchie sur ces catégories, et finalement, on a ce qu'on appelle une essentialisation, c'est-à-dire le moment où on résume l'essence d'un individu à son appartenance à une catégorie. Comme t'es comme ça, t'es voleur, tu seras toujours voleur, tes enfants seront voleurs, etc. Le mot race, a fortiori celui de racisme, a une grande fortune dans l'histoire, en philosophie, en littérature, dans la recherche scientifique bien sûr. Le mot a-t-il perdu pour vous toute validité scientifique, toute justification biologique et génétique passée ? Alors en génétique, on voit finalement qu'il y a trop peu de différences génétiques entre les populations pour que le terme vraiment de race tel qu'il était pensé au 19e et tel qu'il est appliqué aux animaux puisse s'appliquer à la diversité humaine. On voit d'une part qu'on se ressemble tous
beaucoup génétiquement au niveau de l'espèce et qu'il y a très peu de différence entre les populations humaines. Autrement dit, on est juste un tout petit peu plus différent du fait qu'on vive à l'autre bout de la planète par rapport à quelqu'un du même village ou du village d'à côté. Et aussi, toute la génétique montre qu'on a une histoire de population où les gens ont toujours beaucoup échangé entre les populations, ce qui est un peu antinomique de l'idée de race. Est-ce que dans la recherche scientifique génétique, il y a un consensus autour de cette question ou est-ce qu'il y a encore débat ? Alors en anthropologie génétique, il y a un consensus, sans compter que le terme race est quand même chargé d'histoire. Il est difficile de s'en servir sans penser à tout le passé. Par contre, visiblement, il est encore pas mal utilisé en médecine. Et ce qu'il faut comprendre, on a l'impression que c'est ça en partie que l'exposition nous dit, qu'on ne naît pas raciste, qu'on le deviendrait plutôt. Ou est-ce qu'il y a au contraire à la fois une part, disons, naturelle et culturelle dans le racisme, dans le fait d'être raciste éventuellement ? Alors il y a des mécanismes de psychologie cognitive, c'est-à-dire des mécanismes de pensée qui peuvent déboucher sur le racisme, mais le fait d'être raciste, c'est effectivement une construction sociale. D'ailleurs, il y a plein d'époques où les sociétés ne sont pas du tout racistes. Le but de cette exposition, on le voit bien, est clairement pédagogique. Est-ce qu'il n'est pas aussi d'une certaine manière politique, dans le sens où en rationalisant les idées, les mécanismes racistes, vous en démontrez précisément le caractère irrationnel ? En fait, ce qu'on veut montrer, c'est comment ça marche. Donc on veut donner aux visiteurs une boîte à outils pour en faire un citoyen éclairé qui peut lui-même, après, comprendre les ressorts qui peuvent déboucher sur le racisme. Donc en ce sens-là, quelque part, elle est engagée. Par contre, elle n'est pas militante, elle n'est pas moralisatrice, c'est vraiment une mission d'éducation. Le parcours place chaque spectateur face à ses propres préjugés. Quelle démonstration souhaitiez-vous faire ici en dédiabolisant, si l'on peut dire, les préjugés ? L'idée, c'était d'expliquer que, quelque part, c'est naturel d'avoir des préjugés, mais ce qu'il y a d'important, c'est d'en avoir conscience pour savoir un peu vers quoi ils risquent de déboucher. Donc, c'est un peu de prendre conscience de ce qu'on est en tant qu'individu qui vit dans une société, de rappeler que tout individu a des identités multiples, qui peut choisir d'en mettre en avant certaines plutôt que d'autres, et que quand on a un préjugé, quelque part, on enferme quelqu'un dans une vision du monde, alors que lui, comme vous, a finalement une vision du monde multiple. Toi, tu dois cuisiner épicé, non? You like your food spicy, right? Et toi, tu viens d'où? Where are you from originally? Toi, tu es riche, non? You look rich. Oh, toi, arrête de faire ta victime. Stop being such a victim. Une réaction peut-être Raoul Peck, pas facile d'exposer, pas facile d'être pédagogique sur un sujet comme celui-ci. Vous avez choisi de filmer cette question noire, la question raciale, à travers l'œuvre, à travers les mots de James Baldwin. Là, justement, le Musée de l'Homme tente d'exposer à des fins vraiment très pédagogiques cette question et de montrer comment la fabrique des préjugés se met en place. Dans quelle mesure le racisme est pour vous une construction ? Bon, d'abord, le racisme, c'est quand même le résultat d'une grande ignorance. Ça, il faut le dire. D'ailleurs, en feuilletant ce livre, qui semble un livre formidable, ce livre touche Nous et les autres, touche justement toutes les racines de ce qu'on appelle aujourd'hui banalement le racisme, et qui peut être beaucoup plus profond, et qui est lié aussi à toutes les sociétés à différentes époques, qui sont souvent liées aussi à des problèmes à des moments de conquête. On a utilisé la racialisation au moment des grandes conquêtes des territoires d'Amérique. Et ensuite, on a utilisé la même chose pour la conquête des territoires du continent africain. Où les mêmes Noirs qui suivaient Toussaint Louverture et qui avaient gagné contre les armées de Napoléon et qui étaient nés pour 60% d'entre eux en Afrique, ce sont ces mêmes Noirs qu'on va, près d'un siècle après, analyser pour savoir s'ils sont des êtres humains, pour pouvoir justifier la colonisation. Donc on voit bien que ce sont des concepts qui sont liés, encore une fois, toujours à la notion de pouvoir, à la notion de conquête, à la notion de richesse, etc. Et c'est ce que dit la co-commissaire de l'exposition, Evelyne Heyer. Chaque racisme a son histoire, une histoire qui lui est propre, mais à chaque fois, le mécanisme est le même, celui de la hiérarchisation, de l'essentialisation et de la domination à travers vos propos, Raoul Peck. Une question d'Antoine Mercier. Moi, je sais pas, j'ai envie de vous demander, est-ce que dans la notion de pouvoir, il y a de toute façon un problème avec la deuxième notion que vous mettez en avant, d'altérité ?
Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'opposerait par définition ? Le pouvoir, il est aussi basé sur une vision du monde. Est-ce que c'est le pouvoir pour gérer la cité, comme on l'a connu en Grèce ou à Rome à une certaine époque? Oui, mais enfin, les Grecs aussi disaient qu'il y avait des barbares, qu'il y avait les autres. Absolument, mais qui ont inventé cette notion il s'agit pas de dire que c'était mieux, mais il le gérait d'une certaine manière. Mais plus tard, c'est plus compliqué quand le pouvoir est extrêmement. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de base qui est capitaliste. Le capitalisme est basé sur le profit. Et rien que cet élément a des conséquences incroyables sur tout le reste, y compris sur nos cultures, y compris sur notre manière de communiquer avec l'autre. Vous pouvez préciser peut-être, ou concrétiser? Oui, par exemple, si on prend le racisme tel qu'il était pratiqué aux États-Unis sur l'esclavage, alors que l'esclavage a fourni la chair, la matière pour l'accumulation du capital aux États-Unis, on voit la relation immédiate. De la même manière, c'est l'esclavage qui a permis l'accumulation de richesses en Europe et qui a permis l'émergence de la révolution industrielle. Donc ce sont des liens, je dirais presque macroéconomiques, qui produisent leur culture qui va avec et qui peut être aussi une culture raciale ou de racialisation, comme elle a dit tout à l'heure, et qui a des conséquences extrêmement profondes. Est-ce que c'est un point de vue marxiste, les superstructures finalement idéologiques vont dépendre de l'exploitation concrète de la situation, du rapport de lutte? Oui, puisque bon, j'ai fait un film sur le jeune Marx, Karl Marx, justement. je vous pose la question. Absolument, puisque Karl Marx, ce qu'il a fait et qui est déterminant, c'est d'analyser justement cette société capitaliste, qui est une société qui est historiquement déterminée, qui commence à une époque bien déterminée et qui a une forme de production qui est bien déterminé, c'est-à-dire il inclut le salariat, il inclut la propriété des objets des moyens de production dans une petite classe qui se reproduit. Donc quand on parle aujourd'hui de Macron, de la droite, de la banque Rothschild, etc., mais c'est une structure de pouvoir également qui est basée sur ce capital, qui se reproduit et qui se reproduit à l'aveugle. Ils s'en foutent s'il faut fermer 4 ou 5 usines dans l'Est de la France, s'ils peuvent gagner 1 point à la bourse. Donc c'est quand on est face à cet aveuglement, qui est parfois même pas identifiable chez un individu précis, il y a plus de c'est un champ. C'est un champ, c'est le système en général. Il y a très peu de capitaliste qu'on peut identifier et qui soit le grand méchant loup. Il y a comme ça une dissémination de ce pouvoir à travers la bourse, à travers le capital financier aujourd'hui qui est totalement aveugle et qu'on ne sait pas, puisque ce sont les algorithmes et leurs ordinateurs qui spéculent. Et donc, ça a des conséquences dans toute société. Et c'est cette critique justement du libéralisme aujourd'hui, de l'ultralibéralisme et du monde capitaliste qui fait le lien entre l'écrivain et la pensée de l'écrivain James Baldwin pour vous et le jeune Karl Marx que vous avez également film présenté à Berlin. C'était intéressant, la concomitance de ces deux films, I'm Not Your Negro et le jeune Karl Marx présenté à la Berlinale. Je crains de pouvoir dire que le lien c'est moi, malheureusement. Il n'y en a pas d'autre. C'est la fusion des deux pensées que vous avez réalisées en vous. Quelque part, puisque c'est un peu les deux morceaux de mon cerveau. J'ai eu la chance de rencontrer l'œuvre de Baldwin très tôt, entre le bac et l'université, et j'ai rencontré l'œuvre de Marx très tôt aussi, au début de mes études à l'université de Berlin. Et à l'époque, pour pouvoir discuter avec les autres, Berlin qui était une ville très politisée, il fallait connaître Marx. Et donc j'ai étudié Marx dans un cadre académique, et donc qui m'a permis à venir à des notions très fondamentales, au-delà de tout ce qui a été fait après sur son nom et en son nom dans les pays de l'Est qui sont vraiment de ce point de vue criminels. Mais le Marx que j'ai étudié, c'était le Marx de ce que l'eurocommunisme a essayé de faire, à analyser les sociétés, à analyser les structures des sociétés et les résistances, etc., etc. Et comment ces deux parties du cerveau sont-elles connectées, votre cerveau? Ben parce que quelque part, Baldwin aussi a une vision marxisante, je dirais, de sa société. Il a compris justement que les fondamentaux, c'était pas un problème de race, que c'était l'inégalité, par exemple, aux États-Unis. Baldwin, c'est quelqu'un qui a aussi voyagé. Il a quitté les États-Unis à l'âge de 18 ans, je crois, la première fois, et qui a tout de suite compris
que le monde était beaucoup plus complexe et qu'il y avait quelque chose qui passait par toutes ces différentes nations, qui était la notion, encore une fois, de classe et de pouvoir. Et dans ce sens, il y avait pour moi aucune contradiction entre les deux, et les deux m'ont nourri toute mon existence. Alors, de la pensée de James Baldwin à celle de Raoul Peck, aujourd'hui notre invité jusqu'à 13h30. Pour l'heure, il est 13h15 sur France Culture. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Dans votre film I Am Not Your Negro, qui sera diffusé ce soir sur Arte, Raoul Peck est en salle le 10 mai. C'est Bobby Kennedy, c'est ça, qui envisage l'arrivée d'un président noir à la Maison Blanche dans 40 ans, ce qui agace prodigieusement l'écrivain James Baldwin. Pourquoi est-ce qu'il faudrait attendre 40 ans? Il n'en voit pas du tout la logique. Reste que ce moment est arrivé. Barack Obama est devenu président, 2 mandats. Pour la romancière, je voulais vous faire entendre sa voix, Toni Morrison, l'auteur de Beloved, grande dame de la littérature américaine et prix Nobel en 93, interrogée dans la grande librairie et qui a donné aussi un long entretien dans la revue America. C'est le moment où elle a pu se sentir enfin américaine. Je vais vous dire ce que signifie pour moi être américaine. C'était il n'y a pas très longtemps, à l'investiture de Barack Obama. Je ne sais pas combien de millions de personnes étaient là. Il y avait des drapeaux et des militaires. Et j'ai toujours pensé que notre drapeau était laid, le drapeau américain. Je l'ai toujours trouvé de mauvais goût, trop décoré, avec ses étoiles et ses rayures. Et l'orchestre militaire. Mais ce jour-là, le drapeau était beau. Et la musique que jouaient les Marines me semblait superbe. Et j'ai senti que j'étais à ma place. Je me suis sentie vraiment américaine à ce moment-là. Grâce à lui et à elle. Vous savez, grâce à cet homme noir élégant. C'est fini maintenant. Je veux dire, c'est un souvenir. Mais c'est la seule fois où j'ai ressenti ça. Raoul Peck. Oui, c'est très touchant et on a tous vécu ce moment, d'ailleurs blanc ou noir, qui était un grand moment de réconciliation, un grand moment d'amour et de rêve. Mais elle dit aussi, ce moment est passé. Et c'est ça la réalité. Ce moment, réalité, pourquoi il a été fort, c'est parce que à ce moment-là, les histoires différentes de l'Amérique se sont retrouvées chez un seul homme, chez un seul moment, que la nation entière, presque en tout cas, a vécu de la même manière. Et ce sont ces histoires qu'on n'arrive pas à réconcilier. Parce que on a des histoires différentes, des histoires parallèles, alors que il n'y a qu'une seule histoire. Quand on essaie de dire que la colonisation a été bénéfique ou non, que l'esclavage a eu des effets même bénéfiques ou non, c'est une manière déjà au départ qui sépare les gens. Il s'agit simplement de regarder l'histoire en face. Chacun a eu son rôle à jouer dans cette histoire. Il ne s'agit ni de repentance, ni de réparation. Ça, c'est une autre question. Mais il s'agit de la regarder en face. Et des récits, bien entendu. Mais comme si elle était unique, alors qu'on sait très bien que, comme on dit, le narratif, comme on dit en anglais, est aussi très important. Absolument. Et qui domine le narratif? Qui paye pour le narratif? Qui décide quel est le narratif? Et tant que... Et aujourd'hui, ce sont toujours les mêmes. Et ce sont toujours les mêmes. Si on prend le cinéma, cette domination, elle est extrême. Vous pouvez aller dans l'ensemble des studios américains, comme j'ai eu à le faire dernièrement. En majorité, vous avez des jeunes blancs, en général entre 30 et 50 ans. Mais il est là le grand échec de Barack Obama, Raoul Peck, c'est à part le discours de Philadelphie sur ces questions où il a eu des mots très forts, de ne pas avoir réussi à reprendre la plume et changer le sens de ce récit national. Mais là encore, je pense que c'est mettre trop de poids sur le dos d'un seul homme. Et je reviendrai à Baldwin à cette question quand on lui demandait mais qu'est-ce que ce sera pour vous, ce premier président noir aux États-Unis dans 40 ans éventuellement? Et sa réponse,
il y a 40 ans, c'était de dire que, mais vous savez, pour moi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir de quel pays sera-t-il le président. Parce que c'est ça la question. Ça voulait dire quoi, cette observation? Ça veut dire que ça dépend de ce que le pays sera, de quelle identité, de quelle conscience ce pays sera à ce moment-là. Parce que le pays est fait d'hommes et de femmes. Il n'est pas fait de ses dirigeants. Un dirigeant est extrait de cet ensemble d'hommes et de femmes. Et un dirigeant seul, surtout aujourd'hui dans la complexité de la politique et dans ce qu'on disait aussi tout à l'heure, dans les faiblesses du système démocratique lui-même, c'est devenu de plus en plus difficile pour un homme ou même un parti de gérer l'ensemble d'un pays, où les crevasses entre les différentes catégories d'habitants est vaste. Et la réconciliation est compliquée, le discours est compliqué parce que nous ne sommes pas d'accord sur le même diagnostic de la crise. Et plus ça va aller, malheureusement, il y a de moins en moins d'espace même de discussion. Nous le voyons dans la presse, une émission comme la vôtre, où j'ai le temps de parler, est totalement rare dans ce qu'on vit aujourd'hui dans les médias. Et c'est pareil pour les politiques, ils sont obligés de faire des raccourcis énormes dans chaque discussion. Et donc, il y a des réponses toutes faites, parce qu'on n'a pas le temps de montrer comment la réponse est complexe. Il n'y a pas de réponse facile, il n'y a pas de oui ou de non. C'est vraiment un contexte général où on peut dire des choses contradictoires également. On revient à la dialectique marxiste, c'est-à-dire quelque chose et son opposition peuvent être vrais. Maintenant, c'est à nous, citoyens, de trouver comment résoudre ces deux réalités. La réalité de quelqu'un qui vote Marine Le Pen et la réalité de quelqu'un qui vote Mélenchon ou Besancenot. Comment on fait? On discute. On commence par discuter. On commence par s'asseoir autour d'une table. De quel pays Obama ou le premier président noir serait ou sera le président? Voilà ce que vous évoquiez 30 ans après la mort de James Baldwin en 87. C'est un écrivain qui n'est pas oublié. Beaucoup de militants aujourd'hui inscrivent leur action dans le sillon de l'auteur de La prochaine fois le feu, un ouvrage paru en 63. Et vous nous disiez que c'est un de ces livres, si ce n'est le livre qui a le plus compté pour vous, Raoul Peck. Parmi les héritiers revendiqués, il y a le mouvement Black Lives Matter qui est né en 2013 à la suite de l'acquittement du meurtrier de Trayvon Martin. Il y a aussi des auteurs comme Ta-Nehisi Coates, celui de La colère noire, qui ont repris cette pensée baldwinienne, une pensée qui est réactivée et une action aussi après 8 ans de présidence Obama. C'est ça l'état du pays. Oui, et j'ai eu l'occasion, puisque j'ai beaucoup suivi la sortie du film aux États-Unis, où le public dans la salle était souvent un public très mélangé. Il y avait des blancs, des noirs, des latinos, un peu de tout, des asiatiques. Il y avait des très jeunes, il y avait des gens plus âgés. Et en fait, très rapidement, la discussion se faisait dans la salle. Et on se rendait compte quelque part que tout ce monde-là avait cessé de se parler. Et que chacun était ancré dans son monde à lui, dans sa bulle à lui. Et que il y avait très peu de lieux de discussion, d'occasions de discussion. Ce qui peut vous permettre d'être aujourd'hui comme Baldwin l'était à l'époque quand il dit je ne suis pas pessimiste puisque je suis vivant. Ces discussions qui ont repris et que votre film a notamment permis, rouvertes dans les salles de cinéma et en dehors, c'est la preuve qu'il y a encore quand même quelque chose qui peut naître de cette situation? Oui, et je vais peut-être plus loin que ce que Baldwin a dit pour ma part, c'est de dire je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix et je n'ai pas le temps de penser sur le fait que je sois optimiste ou pessimiste. Si je choisis l'un ou l'autre, ça veut dire quoi? Je ne fais plus rien et je laisse faire. Non, il s'agit de, comme dit Baldwin, de confronter la réalité en face. Parce que ce n'est qu'ainsi qu'on pourra trouver des réponses et même comprendre ce qui se passe. Et c'est ça, je pense, qu'il faut retenir, c'est le fait qu'il est temps pour nous tous de nous mettre en face l'un de l'autre et de commencer à parler et de cesser d'ignorer notre propre histoire, qui est une histoire commune. Vous dites il faut trouver des occasions de discuter et pas il faut discuter. Ça veut dire que les occasions de discuter sont en train de se rétrécir. Absolument. C'est-à-dire c'est pas uniquement la discussion qui disparaît, c'est aussi la possibilité de la discussion. Absolument. On est dans une spirale qui nous fait croire que nous sommes de plus en plus informés et même mieux, alors que c'est le contraire. C'est le contraire. Nous perdons des terrains de discussion.
Nous sommes isolés les uns les autres. Chacun a son téléphone portable, a sa palette, a son ordinateur. Nous éloignons les uns des autres, alors qu'on nous fait croire que les moyens de communication nous permettent d'être proches les uns des autres. Non, il y a de moins en moins d'échanges réels entre les uns et les autres. Et c'est ça qui est terrible, cette accélération. Encore une fois, je vais pas revenir à Marx, mais Marx en a parlé, où tout s'accélère et il n'y a pas de conducteur dans ce camion. Et donc on va vers une sorte de course folle sans savoir où on va. Et on est tous suffisamment âgés autour de cette table pour savoir que ce que voulait dire de s'asseoir quelque part et de lire un livre. Et quel espace ce livre provoquait autour de vous, quel moment de réflexion. Aujourd'hui, quand on a 3 écrans ouverts devant soi, on peut me dire oui, c'est une nouvelle manière de faire, mais certes, mais le cerveau, il reste le même s'il apprend à fonctionner plus rapidement, mais cet espace de réflexion manque. Et c'est ce qu'on voit partout dans les écoles, les universités, etc. Et donc voilà, il y a une raison historique et une raison économique pour que ce soit le cas. Quand on produit, moi j'ai un téléphone là, je l'ai acheté parce que je l'avais pas éteint tout à l'heure en effet, mais quand je considère, c'est vrai qu'il accélère beaucoup de choses pour moi, mais je me rends compte que j'utilise à peine 15% de sa capacité. Donc à quoi il me sert finalement ? Et on accepte comme ça chaque révolution électronique et numérique, on l'avale et c'est une accélération aussi économique de la marchandise. La marchandise décide de ce que nous désirons. La marchandise, et Marx a écrit dessus, le capital crée des besoins. Parce qu'il faut qu'il continue son expansion. Et on ne questionne plus ses besoins. Et la réalité historique aujourd'hui, c'est que cette accélération crée des problèmes écologiques énormes. Parce que c'est ça aussi, c'est accompagné de tout ça. Tout ça est lié. Et donc, quand on perd la capacité de pouvoir discuter de manière complexe de tout ça, c'est plus dur de trouver des réponses. Est-ce que vous avez vu aussi dans cette campagne électorale française, même si vous n'étiez pas ici directement tout le temps, je rappelle que vous présidez aussi l'école de cinéma La Fémis, est-ce que vous avez senti quand même autre chose que de la colère, autre chose que de la peur, du repli sur soi, de la division? Est-ce que vous avez senti de l'espoir, une envie de changement dans cette campagne et des candidatures qui pour vous auraient incarné ça? Oui, certes, il y a bien sûr beaucoup d'espoir. Les gens, quand même, les gens ont été votés malgré un taux d'abstention, mais les gens vont voter. Les gens croient qu'ils peuvent changer. Ils ont envie que ça change. Sur ça, je pense qu'il y a aucun doute. Et il y a aussi beaucoup d'initiatives locales, comme le disait l'invité tout à l'heure, au niveau des communautés, au niveau des villes, des villages. Ceux qui dirigent un maire, par exemple, les responsabilités d'un maire aujourd'hui, et ça je le vois pas seulement ici, mais je le vois en Haïti, je le vois au Congo, ces hommes et ces femmes qui ont une responsabilité énorme sur leur dos, sans avoir les moyens d'y répondre, etc. Il y a, heureusement, d'autres liens dans la société qui font que cette société continue à exister. Les volontaires, ceux qui s'occupent des migrants, ceux qui s'occupent des restos du cœur, etc. C'est ça la vraie force. C'est la relocalisation qui permet peut-être la discussion possible, qui rend possible. Et qui permet la survie jusqu'à présent, mais jusqu'à quand ? Merci beaucoup Raoul Peck. Merci d'avoir été notre invité depuis midi pour cette longue émission et belle grande table spéciale avec vous Raoul Peck. Raoul Peck, je rappelle que votre film I Am Not Your Negro sera diffusé ce soir sur Arte à 20h50 et qu'il sortira en salle le 10 mai.